sur les sites donc archéologiques. Mais quand on fait aussi, je dirais, une croisière classique qu'on va en Égypte, on a le seul lien qu'on a avec l'Égyptien, c'est quoi? C'est le vendeur de babioles. Et ce qui est dommage, parce que la population égyptienne, c'est avant tout une population agricole, qui vous permettra justement, en mettant pied à terre dans les villages, sur l'île de Fadzawa, sur l'île d'Éléphantine, de découvrir aussi des vies qui sont, je veux dire, tout à fait agraires, qui vivent dans un rythme tranquille, hein, voilà, et qui méritent évidemment de le mentionner. Un autre site, vous voyez, au lever du soleil, Baïr el-Bahari, le grand temple tombeau de la reine Hatchepsout, la reine, donc on estime, on pense, la seule reine pharaon, la seule femme pharaon de toute l'histoire. On est sûr maintenant que la momie qui se trouve donc exposée dans le musée du Caire, eh bien, c'est véritablement la momie de la reine Hatchepsout, parce qu'on là aussi on a fait tout un travail scientifique, je dirais presque médico-légal, en raison d'une dent qu'on a retrouvée, qui se retrouvait dans un autre vase canope, et on a fait les analyses et on a conclu effectivement que c'était bien la momie qui appartenait qui était bien cette femme. Un site évidemment qui avait été controversé aussi par rapport à la restauration un petit peu trop abrupte, je dirais, donc d'une école polonaise d'archéologie, mais quand même parce que je vous disais, l'archéologie c'est aussi beaucoup d'hypothèses. Et aussi cette archéologie qui a commencé déjà à l'époque des Grecs et même avant les Grecs, eux-mêmes pratiquaient. Et je vous parlerai du temple d'Edfou, parce que le temple d'Edfou, pour nous c'est un temple égyptien, en fait il a été construit à l'époque des Grecs, entre le 3e siècle de notre ère jusqu'à Tibère, donc au début de l'Empire. Et c'est un temple égyptien, mais fait par les Grecs et les Romains. Donc ici on reste à Thèbes, là aussi Karnak sans personne. La magnifique allée qui nous amène donc la magnifique allée qui est bordée par les béliers qui correspondent aussi, c'est l'animal tutélaire du culte du clergé d'Amon. Donc Amon, c'était vraiment ce clergé le plus important, tellement important que même au cours des millénaires, au cours de l'histoire des pharaons, eh bien, ce grand site qui est quand même le plus grand temple de toute l'Antiquité en superficie, le deuxième est celui d'Edfou. Vous allez vous familiariser aussi avec la puissance de ce clergé qui remontait donc jusqu'au Nouvel Empire, bien sûr, mais qui va empêcher, vous savez, la tentative malheureuse de ce fameux pharaon, Aménophis IV, qui va ensuite prendre le nom d'Akhenaton, qui va essayer d'instituer le monothéisme sous la forme de l'adoration du disque solaire. Donc seulement le soleil, sa femme, la fameuse Néfertiti, et puis leur fils, Toutankhamon, qui va nous laisser un trésor exceptionnel, bien sûr. Et donc ce temple, incroyable pour ses dimensions, par aussi la facture, l'utilisation du granit, ce granit qu'on allait chercher beaucoup plus au sud, dans la région d'Aswan, bien sûr. Donc toute une ingénierie dont encore les experts se posent la question, les ingénieurs de structure se posent la question, comment on a pu ériger des structures telles, Quand on pense évidemment à la Grande Pyramide, on y reviendra évidemment avec son âge aussi ancien et le fait qu'elle soit même plus haute que le Vatican, 50 mètres de haut. Je commence ici à vous instiller, même si vous reconnaissez au fond donc les fameux colosses de Memnon. Memnon aussi, c'est un nom qui a été donné par les Grecs. Je dois vous dire aussi que quand on dit Égypte, Égypte, c'est un mot qui est grec, aegyptos. Mais je commence justement à vous parler de ce que vous allez voir de façon très intéressante dans ce voyage, c'est de vous familiariser avec la terre. Parce que, déjà Hérodote, il avait écrit l'Égypte, c'est le don du Nil. Mais plus que le Nil, c'est la terre, ce limon qui va donner le nom originel de l'Égypte, Kemet. Kemet veut dire la terre noire, le limon, un nom qui, vous savez, depuis les années 70, maintenant est retenu par le barrage d'Assouan. Mais c'est à partir de là donc, que vous allez commencer à découvrir les très beaux paysages. Alors de façon symbolique, comme Pharaon qui prenait la barque solaire, eh bien, nous allons commencer notre remontée du Nil. Donc encore, vous voyez, ces très très beaux pigments qui ont été donc apposés à l'intérieur de tous ces tombeaux que vous allez découvrir donc, à Thèbes, donc l'ancienne Thèbes bien sûr, et vous allez commencer votre voyage en Dahabia. Je vous présente des exemples de Dahabia bien sûr, et je rappelle que mon commentaire et mes images sont l'illustration
je veux dire, de la production et d'un programme que vous avez évidemment aussi dans les petits feuillets. La Dabia, donc, c'est un bateau de petite capacité. Là, en l'occurrence, dans le voyage où vous allez partir, vous serez à peine 12 participants. Donc, vous allez découvrir aussi dans ce que peut être une Dabia, je dirais, cet aspect intime, cette proximité, évidemment. Alors, vous êtes en plus en petit comité. Vous allez avoir aussi ce charme. Vous allez peut-être être propulsé aussi dans ce charme du 19e siècle, des voyageurs du 19e siècle, du début du 20e siècle, avec donc des intérieurs, et je vous rappelle encore que ce sont des exemples, bien sûr, que j'évoque, et cette proximité, je vous disais, avec le Nil, parce que les Dahabia, bien sûr, maintenant sont équipés de moteurs, mais vous allez aussi naviguer à la voile, et donc vous allez avoir un contact direct avec le fleuve. Ce fleuve aussi dont on oublie souvent qu'il est aussi un point, une voie de communication très importante pour les oiseaux migrateurs qui connectent donc l'Afrique, l'Afrique centrale on va dire, avec la Méditerranée et au-delà, jusque la lointaine Scandinavie. Les oiseaux font tout ce trajet incroyable. Et vous allez entendre le clapotis de l'eau, bien sûr. Je dois dire aussi la mention apportée à la cuisine égyptienne qui se rapproche plus, je dirais, de la cuisine méditerranéenne type cuisine grecque, cuisine du sud de l'Italie, vous voyez, plutôt que la cuisine arabe, la cuisine du Moyen-Orient. C'est une cuisine, et le Nil fait évidemment la jonction, je dirais évidemment, avec la Méditerranée. Dans une autre perspective, je dois dire que la ville d'Alexandrie et la ville du Caire ont influencé par exemple la cuisine aussi de Venise, qui était connectée par la route des épices et la route aussi de la soie avec ces villes, c'est-à-dire un carrefour de civilisation qui reste encore aujourd'hui évidemment très important. Alors, on va commencer ce voyage et nous vous invitons donc à quitter Luxor. On a au fond donc la très belle chaîne thébaine et on va donc remonter le cours du Nil sur à peu près 200 km jusqu'à Aswan. À partir de là, donc, ce sont surtout, je vous disais, et c'est ça l'attrait aussi de ce voyage, c'est le contact avec, donc, grâce à ce type de bateau. Et donc le contact avec le Nil, parce que le Nil il reste toujours l'artère principale de l'Égypte. On sait, vous savez qu'il y a cet enjeu aussi de ce grand barrage qui doit être construit sur l'Éthiopie. Donc l'eau fondamentale, avec la construction aussi, je dirais, du barrage d'Assouan qui a répondu à un vieux rêve qui était déjà effleuré, je veux dire, depuis les pharaons, c'est-à-dire d'endiguer ce fleuve, qui était soumis évidemment à ces crues bénéfiques évidemment, parce que grâce au limon on pouvait avoir toutes ces récoltes, mais en même temps, évidemment, elles étaient parfois inégales. Et donc, on sait que dans une population aussi qui est aussi très importante, une population qui dépend beaucoup de son milieu, parce que la bande arabe, elle est très très étroite, et là ici on est tout proche des carrières de grès que vous allez aussi visiter, c'est-à-dire que vous allez sortir à terre, vous allez découvrir les carrières de grès qui vont servir à la construction de l'Égypte antique aussi. Vous allez passer par le Nil, ou la partie la plus étroite, quelques 400 mètres de large, 400 mètres de large, c'est quand même important, 400 mètres, mais quand même c'est le plus long fleuve du monde. Et je disais donc l'intérêt aussi de pouvoir mettre pied à terre. Alors vous allez voir défiler devant vous des paysages qui sont magnifiques, la proximité du désert, un climat aussi qui est très agréable, un climat évidemment plutôt sec, un climat aussi évidemment très agréable, un petit peu frais, si vous êtes sur le pont donc au début du matin à scruter ou le lever de soleil ou le coucher de soleil, et aussi des détails que je vous présente ici pour vous parler justement des origines même du nom de l'Égypte, Kémet, la terre noire, le limon qui est encore aujourd'hui utilisé pour fabriquer comme à l'époque antique, que ce soit les murets, que ce soit aussi les maisons, donc où on utilise la brique crue pour construire donc ces maisons très, très, très sommaires. Tout simplement. La luxuriance aussi de la végétation, ici l'exemple dans l'île d'Éléphantine que vous visiterez bien sûr, où aussi vous aurez l'occasion, Éléphantine c'est Aswan, on est déjà dans la terre nubienne. La Nubie, elle est à cheval entre l'Égypte et aussi bien sûr le Soudan, mais une luxuriance vraiment incroyable, bien sûr, grâce au Nil, parce qu'évidemment le Nil traverse le désert et que sans ce fleuve, il n'y aurait absolument pas de vie.
Je vous introduis aussi, je vous donne comme cela, je lance des pistes sur ce que vous allez aussi toucher par ce voyage, c'est-à-dire aussi la vie quotidienne. Hein. Ici, je parle de la Nubian Style, donc c'est-à-dire la vie nubienne. Vous aurez connu la Basse-Égypte, donc le delta. Vous aurez ensuite dépassé la Moyenne-Égypte et commencé ensuite la Nubie. Donc dans ces populations qui sont de plus en plus ouvertes aussi à un tourisme de petits groupes, de tourisme individuel. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des guides célèbres, je veux dire aussi, qui sont publiés, qui permettent aussi à ces petits groupes, aux voyagistes aussi de pouvoir intégrer et d'avoir un rapport aussi avec une population locale autre qu'un lien mercantile. Hein. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Je vous rappelle bien sûr que vous êtes toujours guidé et que votre intermédiaire, c'est votre guide égyptologue qui bien sûr non seulement va vous raconter, va vous expliquer toutes les civilisations, mais on va au-delà. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement dans cette Égypte poussiéreuse, cette Égypte immuable. Non, l'Égypte, elle vit hein, grâce aux descendants de toutes ces populations que l'on a découvertes par l'intermédiaire des temples. Mais voilà, le paysage, vraiment, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont allés en Égypte, bien sûr, on le découvre par le Nil, des paysages magnifique, bien sûr, que vous allez découvrir, donc la couleur aussi du Nil, même si vous pouvez apercevoir plus ou moins donc vers le haut de l'image aussi qu'il y a des routes modernes qui longent le Nil, bien sûr, mais on est encore donc ici avec ces scènes de pêcheurs, hein, peut-être qu'ils pêchent la fameuse perche du Nil, je ne sais pas. Donc ces maisons, je vous parlais aussi des habitations, donc tout ce que vous allez pas seulement voir depuis le pont, mais vous allez aussi mettre pied à terre et rencontrer un petit peu cette vie locale. Des scènes voilà, qui sont tout droit sorties de plusieurs milliers d'années, hein, donc qui n'ont pas changé. Pourtant, on est à la fin de 2018. Et donc ces paysages où le Nil, vous voyez, serpente au milieu du désert. Encore d'autres scènes, je dirais, le salut aussi amical, parce que la population, je veux dire, quand elle vit à la campagne, rien à voir évidemment avec la trépidante ville Kérot ou Alexandrie aussi. Hein. La population égyptienne, c'est une population plutôt paysanne, hein, qui vit le long du Nil, qui vit au rythme justement aussi de cette agriculture, et puis cette vie familiale, bien sûr, qui est aussi le ciment de cette population. Mais quand même un petit peu d'archéologie, juste pour vous parler avec les pattes du dieu faucon, du temple le mieux conservé, qui est le temple d'Edfou. Le temple d'Edfou, il est justement, à juste titre, parfaitement bien conservé, parce que déjà, il a été construit à l'époque des Grecs, donc c'est-à-dire quand les Grecs sont arrivés en 331 jusqu'à l'arrivée des Romains, avec la mort, on peut dire, quelque part de Cléopâtre VII, bien sûr. Mais ce temple aussi, et comme beaucoup de sites, vont être ensablés. Hein, rappelez-vous par exemple les magnifiques lithographies de la description de l'Égypte lancée par Bonaparte, donc alors, lors de la campagne d'Égypte, où l'on voit ces lithographies, où on voit le sphinx qui a le sable jusqu'au cou. Hein. Et donc là, tous ces temples aussi étaient complètement recouverts complètement oubliés, parce que quand l'Égypte va basculer aussi dans le domaine des religions monothéistes, d'abord le christianisme, donc notamment Théodose qui va participer aussi à brûler beaucoup d'ouvrages de la bibliothèque d'Alexandrie, tout ce qui correspondait pas à la nouvelle pensée, ça servait à rien. Hein. Pareil, ensuite à partir du VIe siècle, avec aussi l'arrivée de l'islam, on va débarrasser tout ça et on va estimer que les 600 à 700 000 ouvrages qui étaient des formes de papyrus. Il faudra donc, ils vont brûler pendant 6 mois, ils vont alimenter les bains. Hein, donc, et tout un savoir qui va disparaître et qu'il faudra attendre des centaines d'années, 1500 ans pour parler par exemple de la Renaissance, pour redécouvrir des savoirs, je dirais même au 19e siècle, pour redécouvrir des savoirs mathématiques, scientifiques que les Égyptiens connaissaient déjà, hein, quand on observe évidemment leur réalisation. Et pourquoi je vous présente aussi Au soleil levant. Bien sûr, ce temple d'Edfou, il est magnifique, mais il est en même temps très grossier par rapport à l'art égyptien original, parce que c'est une copie, c'est une vision aussi des Grecs qu'ils avaient de façon, comment dire, avec une vision, une perspective temporelle qui était déjà assez éloignée, parce que là on est il y a 2000 ans. Mais il recopiait finalement quelque chose qui se faisait déjà il y a 2000 ans. Hein. Donc c'est comme si nous, à notre époque,
on s'amusait, comme on a fait au 19e siècle, à refaire ce qu'on appelle le néoclassique, hein, avec ces fameux temples blancs, alors que les temples n'ont jamais été blancs, ils ont été peints, vous voyez. Mais quand même, les Grecs, l'intérêt, et je dirais, on va dire, grâce à eux, on a pu conserver justement quand même ce savoir, et notamment le savoir aussi de l'astronomie, le savoir de la mathématique, parce que ces temples, et on les voit justement le matin ou le soir, on parlera aussi d'Abou Simbel, parce que les Égyptiens, on le sait, avaient une connaissance parfaite aussi de tout ce savoir des constellations, de l'astronomie. Et donc, évidemment, les Grecs vont continuer. Les Romains, dans une certaine mesure aussi, mais c'était plutôt les Grecs qui vont aussi assimiler des dieux, par exemple le dieu Thoth, hein, ici c'est le dieu Sobek, hein, le dieu crocodile, le dieu Thoth qui va être ensuite assimilé au dieu Hermès. Hein, donc, je rappelle aussi qu'Alexandre le Grand, quand il va arriver en Égypte, il était fou de l'Égypte bien sûr, il va se faire introniser aussi par le clergé d'Amon dans l'oasis de Siwa. Hein, donc on a toujours cette continuité. Pourquoi je parle de Sobek? Enfin, je vous montre et le temple de Komombo, qui est un temple assez récent aussi dans l'histoire égyptienne, pour évoquer aussi la chirurgie, parce que les Égyptiens aussi étaient à la pointe de la chirurgie. Vous savez que pour ceux qui sont allés à Komombo, vous avez juste à côté, dans le temple même, donc des inscriptions et des représentations de ces fameux instruments de chirurgie que les Égyptiens évidemment donc maîtrisaient et qui vont là aussi influencer les savoirs grecs et les savoirs romains. Tranquillement, on arrive à Assouan. Hein, donc là, je vous ai vraiment concentré la croisière en espace temporel. Et là aussi, la géologie a changé. Nous sommes à 900 km au sud du Caire. On a vraiment ce désert, hein, donc le désert libyen qui tombe littéralement dans le Nil, ce Nil qui est beaucoup plus étroit parce qu'on se rapproche aussi de la première cataracte. C'est un petit peu plus au sud de la première cataracte que va être d'abord construit au début du XXe siècle un barrage, hein, donc qui va aussi faire que le fameux temple de Philae va devoir être aussi surélevé. Et puis après, vous savez qu'à partir des années 60, eh bien, il va y avoir ce projet qui va aboutir, hein, donc en 70 par le grand barrage d'Assouan et qui va ensuite créer ce grand réservoir de 500 km qui est le lac Nasser. Mais Assouan est une ville très ancienne, on se trouve là sur la colline des Nobles. C'est une colline où il y a des tombeaux, justement, pas de pharaons, mais de dignitaires, qui, cette fois-ci, remontent au Moyen Empire. Au Moyen Empire, donc, c'est bien avant, évidemment, c'est pratiquement 8 siècles avant Ramsès II, donc c'est beaucoup plus ancien. Une ville qui a toujours été très commerçante, parce qu'à la croisée, justement, du monde égyptien et du monde africain. Là, on est aux portes de la Nubie. Hein. Et on le voit même par rapport aux populations, des populations beaucoup plus métissées, et des populations qui étaient déjà métissées à cette époque-là, et des populations aussi qui faisaient le lien entre donc les richesses de l'Afrique intérieure. On ne connaissait pas, on ne savait pas où se trouvaient d'ailleurs les fameuses sources du Nil. C'était aussi source de plein de spéculations. Cette ville que l'on va appeler pendant les temps anciens et jusqu'à pas très longtemps aussi la ville de Syène. Syène, elle est très importante parce que c'est aussi, il y a plus de 2000 ans, c'est là, grâce à l'observation de la position du soleil, puisque Assouan se trouve au niveau du tropique du Cancer, donc le 21 juin, eh bien, le soleil à midi se trouve à la verticale, que les Grecs, et à l'époque des Ptolémées, eh bien, on a su calculer que la Terre faisait bien 40 000 km de circonférence et qu'elle était bien ronde. Hein. Un savoir qui va complètement se perdre, puisqu'ensuite, évidemment, avant la Renaissance, on pensait qu'elle était plate. Hein, donc vous savez, et c'est ça qui est incroyable, hein, comme quoi le savoir, hein, qui était bien connu, et puis ensuite s'est perdu. Bon. Syène, donc, Assouan, vous allez découvrir, bien sûr, le grand barrage. C'est là où va se terminer aussi votre croisière en dahabia. Donc ici, je vous présente, voilà, un résumé de l'ambiance que l'on peut avoir, c'est-à-dire ce charme, hein, cette attention aussi que vous allez vivre avec le personnel. Hein. Donc ce charme, je dirais plus que le luxe, mais le charme un petit peu rétro aussi, mais qui va nous faire revivre justement ce qu'ont pu vivre les premiers explorateurs, les écrivains, les explorateurs, les historiens, on va dire, de ces premiers temps de l'égyptologie.
Vous allez basculer d'époque, parce qu'il n'y a pas seulement, l'Égypte est un pays aussi bien contemporain, projeté aussi dans le monde contemporain, et le grand barrage d'Assouan, bien sûr. Donc vous allez découvrir, et entre le barrage d'Assouan et Assouan, bien sûr, vous avez donc le Nil en fait serpente entre ces blocs granitiques. Hein, donc vous allez partir en felouk et découvrir un petit peu la vie aussi, qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent d'un côté et de l'autre du fleuve. Donc on a une vie aussi très relaxée à Assouan. C'est une ville agréable parce que c'est une ville de petite dimension. Où aussi vous pourrez découvrir aussi le marché. Vous allez voir que la population est vraiment très accueillante. C'est pas le brouhaha, c'est pas, je veux dire, cette ville énorme qui est le cœur et en même temps qui est très passionnante parce que vous découvrirez aussi le cœur du Caire et il faut évidemment le connaître. Mais là, la Nubie, elle a ce charme, je dirais, très agréable qui est aussi très relaxant. Et qui va nous amener donc au milieu de ces chaos granitiques, donc ce granit qui va être utilisé, vous le savez, pour par exemple constituer le cœur même de la grande pyramide de Khéops. On attribue, on pense le tombeau, mais on ne sait pas si c'est un tombeau. En tout cas, ce granit qui était acheminé jusqu'à quelques 900 km au nord. Vous allez découvrir donc ici, au milieu de ces chaos, le magnifique temple de Philae, donc, qui était dédié à la déesse Isis. Les Romains donc, vont participer justement à la conservation de ce temple. Mais vous savez qu'ensuite, comme je vous disais, comme d'ailleurs dans toute la Méditerranée, qui était cette Méditerranée ou romaine ou grecque ou d'autres civilisations, l'arrivée évidemment aussi du monothéisme va faire que tous ces bâtiments, qui étaient des bâtiments religieux ou des bâtiments civils, ne vont plus être utilisés, donc ne vont plus être entretenus et donc vont tomber évidemment en ruine. La seule chose, c'est que l'Égypte, il y a beaucoup de choses qui se trouvent encore sous les sables. On estimerait que plus de 75% se trouvent encore sous les sables. Et il y a beaucoup de sites qui maintenant ne sont plus fouillés comme on faisait à l'époque, mais on scanne maintenant, on a des nouvelles techniques pour découvrir et savoir qu'à tel endroit, on a telle ou telle chose. Mais après, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir participer aux recherches. Hein. Et donc, c'est un défi permanent, bien sûr, entre le désert qui avance, hein, et puis aussi les défis sociétaux que l'Égypte auxquels l'Égypte doit faire face, bien sûr, dans une population qui reste quand même majoritairement agricole, hein, bien sûr. Et donc, alors vous ne prendrez pas ce bus, hein, ni ce camion, ce moyen de transport pour aller jusqu'à Abou Simbel. Mais juste pour vous évoquer la longue route, vous savez, quand on va souvent à Abou Simbel, qu'est-ce qu'on fait? On se lève très tôt, on fait les 200 km, on arrive à Abou Simbel et on repart. Donc, là, dans ce voyage, on va partir, bien sûr, découvrir Abou Simbel au lever du soleil. On va passer toute la journée, on va aussi dormir dans un écologe à Abou Simbel pour avoir le temps de voir un beau spectacle dans un site qui est absolument magnifique. Déjà, la route est très belle parce que on l'appelle aussi la route des mirages à juste titre. Elle nous amène vraiment aux portes pratiquement du Soudan et découvrir le site exceptionnel d'Abou Simbel. Abou Simbel, il est exceptionnel à plusieurs niveaux. Déjà parce que vous êtes au milieu du désert, et puis parce que c'est l'œuvre évidemment de ce grand pharaon bâtisseur, mégalomane, peu importe, qui va construire à sa gloire ce monument commémoratif, un temple donc commémoratif qui va commémorer quoi? Une des premières batailles qui va être mentionnée dans les textes historiques, qui était la bataille qui va opposer Ramsès II, donc la puissance égyptienne, à une autre puissance qui était les Hittites. Les Hittites, c'était un peuple qui se trouvait sur la Turquie actuelle, et qui va avoir des vues, non seulement du côté de Sumer, donc de l'Empire assyrien, hein, donc vers le Tigre et l'Euphrate, mais aussi en descendant vers l'Égypte, donc le long du croissant fertile. Donc une zone qui a toujours été, et qui est encore aujourd'hui, une terre de convoitise, parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de ressources aussi, bien sûr. Et là, donc, à Kadesh, donc précisément, donc là, on parle de la bataille de Kadesh, Ramsès II donc va arriver dans cette zone qui se trouve dans le sud, on va dire, de l'actuelle Syrie, près du Liban. Il va stopper cette volonté des Hittites de descendre jusqu'en Égypte. Et il va construire, donc très loin finalement de cette victoire, très loin parce que là on est quand même au niveau du Soudan pratiquement, mais aux portes justement de la Nubie, ce monument commémoratif. Vous savez que dans les années 60, le projet
de la construction du barrage va faire que ce temple aurait été complètement noyé. Il y a bien sûr le temple qui lui est dédié, mais il y a aussi le temple qui est dédié à sa femme, Néfertari. Et donc, notamment à l'initiative de l'UNESCO et puis aussi de la grande égyptologue que vous connaissez certainement, notamment les écrits bien sûr, Christiane de Roche-Noblecourt, vont participer à sauver évidemment ce patrimoine. Mais il ne fallait pas le sauver de n'importe quelle façon. Débiter la montagne bien sûr, la rehausser, mais en respectant en plus un plan astronomique, puisque donc le pharaon avait choisi pour célébrer sa bataille que au moment de l'équinoxe, les rayons du soleil, au moment du soleil levant, entrent dans la niche tout au fond, ça a plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur, et éclaire bien sûr lui, parce que c'est lui qui est même plus important que les dieux, mais laisse dans l'ombre, donc il y a 4 statues, et bien sûr Ramsès II, mais une statue, la 4e, le dieu Ptah, qui est le dieu de la mort, le dieu de l'obscurité, qui est laissé, elle, dans l'obscurité. Donc il fallait respecter en plus ce savoir astronomique que le pharaon maîtrisait parfaitement. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, et on prend vraiment aussi beaucoup de, je dirais, de décharge émotionnelle, parce que c'est ce temple et rien d'autre. Derrière, si vous connaissez, vous savez qu'il y a donc le grand lac Nasser. Là aussi, alors je vous fais un saut de puce très rapide, parce qu'on va revenir ensuite au Caire. On terminera la visite évidemment de ce voyage au Caire, mais là on change d'époque, on change de monde. Le Caire, donc Al-Caïr